Bonsoir à tout le monde. On commence cette nouvelle séance de la M3C Academy qui sera en deux parties et qui est consacrée au neurodéveloppement des enfants et des adultes qui ont des cardiopathies congénitales. Et cette première partie va être animée par Johanna Calderon, qui est chercheuse à l'INSERM et qui a passé longtemps tout d'abord chez nous à Necker, et puis ensuite à Boston dans le groupe de David Bellinger, et puis plus récemment qui est arrivé à Montpellier dans une équipe INSERM qu'elle anime, et par Neil Deridge qui a consacré sa thèse d'université à l'analyse du neurodéveloppement dans la population d'épicardes, et qui est maintenant chef de clinique dans le service de cardiologie pédiatrique à Necker Enfants Malades. Donc je vais présenter le sujet en quelques minutes, mais il sera développé ensuite par les deux panélistes, Johanna et Neil, pour essayer de vous montrer très brièvement pourquoi le neurodéveloppement dans les malformations cardiaques congénitales est un sujet important et un sujet, je dirais, très important dans notre pratique quotidienne et probablement pour l'avenir. Donc, si on prend ce travail qui date maintenant d'il y a une vingtaine d'années, ce que l'on remarque, c'est que les déficits que peuvent avoir les enfants qui ont été opérés d'une transposition des gros vaisseaux dans ce travail sont habituellement modérés, mais ils touchent différents domaines du neurodéveloppement. Et la prévalence de ces anomalies neurodéveloppementales est très élevée, ce qui en fait une des caractéristiques importantes dans la population dont nous nous occupons, qui peut être considérée comme une population vulnérable, mais avec une sévérité qui éventuellement ne permet pas d'arriver à un diagnostic précis d'un trouble neurodéveloppemental, et c'est une des difficultés à la fois du dépistage et de la prise en charge institutionnelle de ces enfants quand elle est nécessaire. Et effectivement, parce que n'ayant pas de diagnostic tout à fait exact, eh bien, ils ne peuvent pas rentrer dans certains services, et c'est ce dont nous discuterons essentiellement la semaine prochaine. Le deuxième élément qui est important, c'est que ces anomalies neurodéveloppementales vont avoir un impact dans le développement des petits-enfants, mais aussi chez les enfants d'âge scolaire, et va se poursuivre à l'âge adulte. Et on verra qu'il peut s'y associer des anomalies comportementales, des anomalies psychologiques, des modifications de la santé mentale et de la qualité de vie, qui sont également des éléments très importants à prendre en compte. Donc, une question importante, c'est celle de la prévention de ces anomalies neurodéveloppementales et donc de l'identification de leurs facteurs de risque pour éventuellement pouvoir les limiter et en limiter l'impact sur la vie quotidienne, sur la qualité de vie et sur d'autres aspects développementaux. Et puis, éventuellement, quelles pourraient être les thérapies applicables une fois que le diagnostic est fait. Et on va donc couvrir sur ces 2 semaines, ces 2 séances de 2 heures, les premiers aspects aujourd'hui et puis les autres plutôt la semaine prochaine. Et donc, j'ai mis ici une diapositive que j'aime bien, que j'ai empruntée à Guy Vernowski quand c'était un sujet qui l'intéressait. Et on discutera justement des aspects liés à l'hôte, c'est-à-dire à l'enfant, au fœtus ou au nouveau-né, à l'enfant, à l'adolescent et à l'adulte, les facteurs auxquels ils sont exposés et qui entraînent ces risques, et puis un certain nombre d'aspects sur l'environnement permissif, qu'il soit l'environnement familial ou l'environnement de soins. Voilà, donc aujourd'hui, ce sera en 2 parties. Je pense que vous avez séparé les 2 interventions et Johanna va commencer. Je suis désolé, la diapositive est coupée, mais ton intervention va concerner essentiellement les phénotypes pour savoir de quoi on parle. Et puis, Neil parlera dans une deuxième partie des causes ou des facteurs de risque très souvent intriqués de ces anomalies neurodéveloppementales. Et pour présenter ce dont nous parlerons la semaine prochaine, on parlera essentiellement de l'impact justement sur ce que je disais sur la vie scolaire, la qualité de vie, la vie familiale et la santé mentale, sur les possibilités d'intervention autour du soin cardiaque et des interventions que je pourrais qualifier, tu me corrigeras Johanna, de rétrospectives, c'est-à-dire au moment où le diagnostic est fait. Et puis, sur quelque chose qui est très important et sur lequel je pense on doit travailler tous ensemble, qui est l'organisation
d'un éventuel dépistage, peut-être ciblé, peut-être restreint, peut-être général, et sur l'organisation de la prise en charge pour les enfants qui pourraient en avoir besoin, ou plus largement pour tous les enfants qui ont des cardiopathies congénitales et qui peuvent être considérés comme un risque. Voilà, je vais laisser la parole à Johanna et à Neil. Donc, merci beaucoup, Damien, pour cette introduction. C'est vrai que pour moi, c'est un grand plaisir de présenter aujourd'hui sur cette première partie qui va aborder le sujet des phénotypes neurodéveloppementaux associés aux cardiopathies congénitales et en termes de morbidité qui ont été répertoriés dans la littérature scientifique, ainsi que les corrélats neuronaux que nous avons observés avec ces morbidités, aussi bien chez l'enfant que chez l'adolescent avec une cardiopathie congénitale. Donc, je propose de faire la présentation. Ensuite, on pourra faire un tour de questions. Et ensuite, donc, Neil va aborder, comme Damien l'a indiqué, la question des causes et la potentielle étiologie de ces morbidités. Alors, j'aimerais faire un très, très bref récapitulatif historique. On sait que le premier papier qui est paru sur le neurodéveloppement des enfants avec cardiopathie congénitale date de 1987 sur une petite cohorte d'enfants suivis pour une transposition des gros vaisseaux. Et c'est pour la première fois dans ces papiers où on a décrit la réduction de la performance cognitive à l'époque, donc des enfants qui étaient opérés, pas forcément en période néonatale, mais un petit peu plus tard. Et depuis, on a actuellement plus de 1000 articles à comité de lecture qui ont investigué les conséquences neurologiques, cognitives, neuropsychologiques ou en santé mentale des patients avec une cardiopathie congénitale. Alors, en faisant un bond en avant, ce n'est qu'en 2012, finalement, que nous avons vu paraître les premières recommandations des sociétés savantes, notamment l'American Heart Association et l'Académie américaine des pédiatries, dans lesquelles les conclusions ont été particulièrement édifiantes. On sait que grâce à cet article, on a décrit les morbidités neurodéveloppementales comme une des principales morbidités les plus fréquentes dans le cadre des cardiopathies sévères. Ces guidelines ont également souligné le besoin vraiment critique d'identifier, de diagnostiquer lorsque cela est nécessaire, de prévenir et de remédier à ces séquelles, et ce, même avant la naissance de l'enfant, comme nous allons le voir dans les prochaines diapos. Alors, la prévalence des morbidités neurodéveloppementales va varier en fonction de beaucoup de critères. Il n'y a pas, bien sûr, une seule cause en particulier, mais c'est un ensemble de facteurs. Mais un de ces critères, une sorte de commun dénominateur, va concerner la complexité de la cardiopathie congénitale. Alors, les enfants qui ont des cardiopathies sévères, comme par exemple les transpositions des gros vaisseaux ou bien les hypo-VG, qui ont un besoin de chirurgie cardiaque en néonatal, par exemple, sont à plus haut risque de présenter des difficultés de neurodéveloppement ou des troubles neurologiques. Les enfants qui ont des cardiopathies associées à des syndromes génétiques, donc les plus hauts risques de présenter des anomalies de neurodéveloppement. Alors, bien sûr, il faut savoir que lorsqu'on parle de morbidité neurodéveloppementale, on fait référence à un continuum en termes de sévérité. Donc, certains enfants vont présenter plusieurs troubles neurocognitifs qui vont être plus ou moins sévères, et d'autres vont présenter un type de difficulté qui va être plus subtil, plus difficile à identifier, mais qui pour autant va avoir un impact réel dans la vie de l'enfant, dans sa scolarité. Alors, dans ces guidelines, il y a eu un effort de classifier les patients qui étaient à plus haut risque neurologique et neurodéveloppemental selon les niveaux d'épreuves scientifiques. Donc, la catégorisation que vous voyez sur l'écran concerne un niveau les plus élevés en termes de preuves scientifiques, donc classe 1, Level of Evidence, Level A. Et dans cette classification, on a stratifié les groupes de patients qui donc il faut surveiller davantage en termes de neurodéveloppement. En premier lieu, on trouve les enfants qui vont avoir une chirurgie à cœur ouvert en néonatal, donc vous avez mentionné la TGV ou les hypo-VG par exemple.
En deuxième lieu également, on a les enfants qui ont des cardiopathies cyanogènes ou non cyanogènes, et qui vont qui vont en tout cas nécessiter une chirurgie dans les 3 premiers mois de vie, comme les tétralogies de Fallot ou bien certains CIV larges. Et puis, nous avons une combinaison de facteurs également qui vont placer un patient à plus haut risque neurologique. Par exemple, la combinaison d'une des cardiopathies avec un type de comorbidité, par exemple une naissance prématurée, le fait d'être petit pour l'âge gestationnel, l'association des syndromes génétiques, l'utilisation des ECMO, de support par ECMO ou d'autres techniques de circulation extracorporelle, une hospitalisation prolongée. Le cut-off a été défini souvent à plus de 2 semaines. La présence de convulsions néonatales ou dans les premiers mois de vie, avec aussi un risque supérieur pour les enfants pour lesquels on détecte déjà à l'IRM néonatal, par exemple, des lésions au niveau cérébral. Et puis les enfants qui vont nécessiter une transplantation cardiaque, due certainement à la multiple exposition à des différentes chirurgies et des complications potentielles qui peuvent survenir pendant ces temps. Alors, quelque chose de très important à dire, je pense, avant d'approfondir ce sujet, c'est lorsqu'on parle des anomalies neurologiques et développementales, on s'inscrit automatiquement dans une perspective longitudinale. Ça va aller de la période fœtale, puisque nous commençons à comprendre quel va être le phénotype neurologique déjà in utero, et ça va se transférer ensuite sur des anomalies que nous allons retrouver tout au long de la vie, y compris à l'âge adulte. Puis on se pose encore des questions sur ce qui va devenir le vieillissement de la population avec une cardiopathie. Ces types d'anomalies peuvent concerner plus de 50% de la population avec une cardiopathie. Et là, je souligne quand même opérée, puisque ça correspond bien sûr au niveau de risque qui a été décrit supérieur pour les cardiopathies congénitales. Alors aujourd'hui, il existe un niveau des preuves, je pense, assez bon, qui montre les effets de la cardiopathie au niveau fœtal, et donc notamment le fait que l'altération hémodynamique fœtale qui va être secondaire à la cardiopathie va causer, dans certains cas, dans certains types de cardiopathie, une diminution du débit sanguin cérébral et donc de l'apport en oxygène in utero, ce qui va être associé à une croissance cérébrale atypique et à des problèmes de maturation parfois structurels, également fonctionnels, notamment en termes de la substance blanche au niveau fœtal. Alors, il y a plusieurs études maintenant en IRM fœtal qui ont examiné la croissance cérébrale du fœtus avec une cardiopathie, notamment cyanogène, et ils ont montré des volumes corticaux qui étaient inférieurs à ceux attendus pour l'âge gestationnel des fœtus. Donc, par exemple, l'étude que vous voyez ici a été réalisée sur des fœtus avec une cardiopathie cyanogène, comme notamment c'était surtout des hypo-VG et des TGV. Et ils ont été comparés à un groupe contrôle, donc des fœtus qui n'avaient aucune malformation identifiée in utero. Donc, les volumes cérébraux ont été comparés de façon prospective à partir de la 25e semaine de gestation, et ce, tout au long du 3e trimestre jusqu'à la semaine 38. Donc, comme vous voyez ici sur ces graphiques, les volumes intracrâniens, donc ici les ICV, donc qui incluent le cerveau, le liquide céphalorachidien et les méninges, donc ont été également mesurés en termes de volume, ainsi que les volumes total cérébral, total brain volumes, représentés ici. Donc, les groupes avec une cardiopathie représentés en bleu, en cercle bleu, les groupes contrôle en losange rouge. Et donc, ce qu'on a vu dans cette étude, c'était qu'à 25 semaines de gestation, les volumes corticaux des deux groupes étaient relativement similaires. Il n'y avait pas vraiment de différence. Cependant, au cours du 3e trimestre, les volumes corticaux étaient progressivement plus réduits chez les fœtus avec une cardiopathie cyanogène, dans l'occurrence, comparé au groupe contrôle. Donc, ça a été retrouvé dans les deux types de marqueurs évalués ici. Donc, ça montre effectivement cette progression en termes d'atteinte, on va dire, de dysmaturation cérébrale pendant le 3e trimestre de grossesse.
Donc, le phénotype neurologique qui commence à émerger dans les cardiopathie congénitale, notamment complexes ou sévères, montre également ce que je disais, donc une dysmaturation corticale fétale qui va s'exprimer non seulement par une réduction des volumes corticaux, mais qui s'exprime également, par exemple, par un développement atypique des circonvolutions cérébrales, donc tous les plis du cerveau qui vont s'organiser de façon relativement atypique par rapport aux fœtus qui n'ont pas de cardiopathie congénitale. Donc cela sera certainement mieux détaillé par Neil dans la deuxième partie, mais c'est pour vous donner une idée que le phénotype, lorsqu'on parle de phénotype neurologique et neurodéveloppemental dans les cardiopathies, commence même avant que l'enfant naisse. Donc, le phénotype neurologique des nouveau-nés, cette fois-ci avec une cardiopathie complexe, montre que les lésions macroscopiques de la substance blanche concernent environ 40% des nouveau-nés avant la chirurgie cardiaque. Ce pourcentage va monter à peu près à 60% après la chirurgie cardiaque. Donc, quand on dit lésions, c'est vraiment un terme assez large pour inclure des lésions qui sont très légères, par exemple, comme ce que vous voyez ici, au niveau périventriculaire, uniquement d'un seul hémisphère. Ça peut être un petit peu plus étendu et ça peut concerner effectivement les deux hémisphères dans la zone périventriculaire adjacente aux ventricules latéraux du cerveau. Parfois, ça peut être catalogué de leucomalacie périventriculaire dans les cas les plus graves. Et donc, vous imaginez, ça touche effectivement la connectique du cerveau, donc le développement des faisceaux des fibres axonales qui vont connecter l'hippocampe, l'amygdale, le cortex frontal, et donc qui vont sous-tendre les capacités cognitives des enfants dans leur développement. Donc, le phénotype neurologique des nouveau-nés est également caractérisé par des altérations microscopiques, cette fois-ci, de la substance blanche. Donc, on le voit d'un point de vue macro et on le voit également d'un point de vue métabolique microscopique. Alors, cette fois, c'est des études qui ont été réalisées en IRM par spectroscopie, donc en DTI, Diffusion Tensor Imaging, qui va mesurer donc le métabolisme cellulaire au niveau des faisceaux de la substance blanche. Donc, ils ont montré que les nouveau-nés avec une cardiopathie complexe de type TGV ou hypo-VG avaient une réduction significative des marqueurs de maturation de la substance blanche, comme par exemple l'anisotropie fractionnelle, qui est une mesure de développement tout simplement de fibres neuronales. Et ces types de retard, on va dire, ou d'anomalies microscopiques va supposer une altération de la connectique et donc du pronostic neurodéveloppemental tel que l'on observe dans la clinique. Donc ici, c'est juste pour faire un peu un parallèle entre ce qu'on attend d'un cerveau, on va dire, sans atteinte particulière au niveau in utero ou néonatal. On a un développement en flux 5K normal, une oxygénation normale. Donc, voilà, tous les processus de maturation dendritique, de neurogénèse et de formation des circuits va se faire de façon relativement classique. Dans le cadre des cardiopathie congénitale, on aura cette diminution de débit sanguin, d'oxygénation qui va causer donc une sorte d'interruption dans ce développement cérébral et qui va, en tout cas en partie, être en lien avec les anomalies neurodéveloppementales. Alors, le phénotype neurocognitif, en fait, de ce qu'on voit quand on reçoit en consultation un enfant avec une cardiopathie congénitale ou un adolescent, ce que je vais décrire ici va concerner essentiellement les cardiopathies opérées, donc qui vont présenter un niveau des risques neurodéveloppementaux supérieurs. Alors, évidemment, on a vu qu'il y avait certaines comorbidités qui pourraient aussi élever le risque dans d'autres cas, mais pour l'intérêt, on va dire, de la compréhension du sujet, je pense qu'il vaut mieux parler de risques neurologiques supérieurs avec les cardiopathies opérées. Donc, une chose qui est très importante de considérer lorsqu'on parle de neurodéveloppement en fait, dans les cardiopathies congénitales, et puis cela s'applique bien sûr à d'autres pathologies pédiatriques,
c'est que tous les dysfonctionnements que l'on peut observer ne vont pas s'exprimer au même moment. Donc, d'ailleurs, il y a des choses qui ne s'expriment que très tardivement dans le développement. Alors, j'ai dit ça parce que dans les cardiopathies congénitales, c'est particulièrement important, notamment en termes de troubles des fonctions exécutives qu'on voit apparaître à partir de 4-5 ans, parfois beaucoup plus tard. Et l'idée, c'est que si on s'arrête à un repérage précoce, on ne va pas forcément voir l'étendue des difficultés auxquelles les patients peuvent être confrontés plus tard dans l'enfance. Alors, en termes d'anomalies neurologiques, si on commence vraiment par les jeunes enfants, donc avant 1 an, pour les bébés de moins d'1 an, avec une cardiopathie opérée, on a une sorte de discrépance entre ce qui est observé par une consultation pédiatrique générale, qui observe à peu près 15 à 20% d'anomalies du neurodéveloppement, et ce qui est rapporté par une consultation en neuropédiatrie spécialisée. Par exemple, dans l'étude que je présente ici, c'est un examen neurologique spécialisé qui va regarder plusieurs volets du neurodéveloppement, le statut mental, par exemple, l'état de nerfs en termes de nerfs crâniens, le développement moteur, les réflexes, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'examens qui est beaucoup plus approfondi, je dirais. Donc, c'est cette étude qui a été menée sur une cohorte hospitalière qui était suivie à l'hôpital pour enfants de Boston, donc 120 bébés vus en consultation, a montré que dans cette cohorte, il y a 80% qui présentaient une anomalie de la motricité, notamment de l'hypotonie. Des anomalies neurologiques différentes ont été également constatées, notamment au niveau des réflexes pour 30% des enfants, un petit peu des anomalies du nerf crânien, surtout beaucoup d'anomalies du statut d'éveil mental, donc tout ce qui était interaction visuelle, communication réceptive, expressive. Donc, ce sont des choses qui ont été observées avant l'âge de 1 an. Et ces anomalies neurologiques vont également s'exprimer par de retards en fait, dans l'acquisition de certaines capacités comme la motricité, la communication, et plus tard les capacités de résolution des problèmes qu'on teste de façon classique chez les enfants de 1 à 2 ans, 3 ans. Donc, par exemple, dans cette étude qui a évalué plus d'une centaine d'enfants avec une cardiopathie qui a eu une chirurgie sous cardiopulmonary bypass avant l'âge de 3 mois, a montré que les pourcentages des scores anormaux, c'est-à-dire 2 écart-types en dessous de la moyenne, donc qui est quand même un déficit un petit peu plus franc, ont tendance à augmenter avec l'âge. Donc, on a entre 8 mois et 24 mois, parfois 20 à 30% d'augmentation des difficultés, des scores anormaux pour la communication, pour la résolution des problèmes, la capacité motrice, entre autres domaines. Et quand on évalue les enfants donc dans les tests cognitifs de type Bayley's Scale of Infant Development, on a montré que 61% des jeunes enfants ont un quotient intellectuel ou un quotient de développement normal. 9% vont avoir un développement accéléré. Donc ça, c'est rassurant puisque quand même dans ces groupes-là, il y a des enfants qui vont très bien. Mais cependant, il y a 30% qui vont présenter un retard des développements et ce retard va être 2 fois supérieur à ce que l'on retrouve dans la population générale. Donc, globalement, cette étude est assez représentative de ce qu'on retrouve dans différentes cohortes, que ce soit américaines, françaises, européennes, d'autres sources de population. C'est assez généralisé. Les facteurs qui sont associés à un pronostic neurodéveloppemental moins bon sont en général la complexité de la cardiopathie, certains types de cardiopathie, par exemple les cœurs univentriculaires, notamment les hypo-VG, les coartations de l'aorte complexe et puis les complications, notamment, on va dire, condensées dans un facteur d'hospitalisation plus long, qui est toujours défini comme étant un facteur des risques.
Alors, ce phénotype neurodéveloppemental qui est observé à l'âge de 2 ans est aussi associé à des facteurs bien avant la chirurgie cardiaque, et notamment de ce que j'ai dit au départ, des facteurs in utero. Donc, ce que l'on sait actuellement en termes de diminution des volumes corticaux et de dysmaturation cérébrale en période néonatale va avoir un impact significatif sur les outcomes que nous évaluons au cours de l'enfance. Donc, pour illustrer cela, donc là, je présente une étude que nous avons réalisée sur une cohorte de fœtus avec une cardiopathie complexe à Boston, pour lesquels nous avons obtenu des données sur le développement cérébral à partir de 28 semaines de gestation. Et nous avons corrélé ces volumes au volume cérébral total et au score significatif en neurodéveloppement à l'âge de 2 ans. En comparaison des enfants avec une cardiopathie versus des fœtus contrôle. Alors, les résultats de cette étude montrent que les volumes corticaux in utero vont expliquer à peu près 20% de la variance dans les outcomes. Donc, on a cette relation entre plus importants seront les volumes cérébraux in utero et meilleur seront le score en neurodéveloppement dans les groupes avec cardiopathie congénitale. Donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est que cette explication de 20%, jusqu'à 20% de la variance est assez parlant, puisque en général, les facteurs des risques expliquent à peu près 5 à 10%, notamment par exemple les facteurs intra-opératoires, où on pensait qu'à un moment donné, c'était extrêmement important, mais ça n'explique comparativement que 5% de la variance, par exemple, dans les modèles des régressions multiples. Donc, on est face à un risque qui est vraiment précoce. Donc, le pronostic neurodéveloppemental pendant l'enfance est désormais bien caractérisé. On a, je pense, un bon recul par rapport au nombre d'investigations menées actuellement. Et notamment, nous avons des données solides provenant de l'étude prospective en population épicarde qui a suivi le neurodéveloppement des enfants avec une cardiopathie congénitale en Île-de-France. Donc ici, je vais présenter uniquement les résultats sur la cohorte des enfants avec une cardiopathie isolée qui a été suivie donc, pour les tests neurodéveloppementaux, donc plus de 400 enfants avec une cardiopathie isolée, c'est-à-dire sans s'associer à un syndrome génétique ou à des malformations extracardiaques importantes. Donc, les résultats de cette étude à 3 ans nous montrent que, globalement, il y a 45% des enfants qui ont un quotient intellectuel strictement normal. Donc, voilà, il n'y a pas absolument aucun problème neurodéveloppemental pour près de la moitié des enfants, ce qui est quand même rassurant. Cependant, nous voyons que malgré un QI normal, donc un quotient intellectuel normal, on va avoir 37% qui vont présenter un déficit spécifique, donc que ce soit en fonction exécutive, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau social, et qui va être cliniquement significatif pour être catalogué comme tel. Les pourcentages des enfants qui vont avoir un retard intellectuel va être supérieur, notamment pour ceux qui ont un retard sévère. Là, c'est 6% contre à peu près 2,4% dans la population générale. Donc, on a cette augmentation, mais malgré tout, ça reste, il faut quand même le rappeler, ça reste la minorité. Hein. On est quand même dans un profil où nous avons la plupart des enfants qui vont avoir une intelligence normale, mais qui vont avoir un certain nombre de déficits spécifiques. Donc, la cohorte Epicard a été suivie à l'âge de 8 ans également, et donc les résultats neurocognitifs ont été surtout analysés par Neil et l'équipe Epicard qui ont montré une persistance de ces difficultés neurodéveloppementales. Alors ici, ce que je voudrais quand même plutôt montrer, c'était la relation avec le type des cardiopathies et quel est le niveau des risques finalement retrouvés en termes de neurodéveloppement. Donc, dans cette étude, ce qui a été fait, c'était une classification des cardiopathies en fonction de la présentation clinique et physiopathologique. Donc, on a 5 catégories qui ont été décrites. La première catégorie, c'est les cardiopathies cyanogènes avec une insuffisance cardiaque et un besoin de chirurgie cardiaque, par exemple la TGV.
les cardiopathies non cyanogènes avec une insuffisance cardiaque et qui nécessitent une chirurgie précoce, par exemple la coartation de l'aorte typiquement. Les cardiopathies cyanogènes qui, a priori, ne présentent pas d'insuffisance cardiaque, mais qui requièrent quand même une opération après la période néonatale, comme la tétralogie de Fallot. Des cardiopathies mineures ensuite, qui soit requièrent une intervention, par exemple le atrial septal defects, ou alors qui ne requièrent pas forcément d'intervention dans ces catégories-là, comme je dirais les sténoses pulmonaires légères, des valves pulmonaires, qui ne sont pas forcément opérées. Donc, les résultats de cette étape d'évaluation EpiCard montrent que le risque de diminution du QI est significativement supérieur pour les cardiopathies cyanogènes avec une insuffisance cardiaque, donc type TGV, hypo-VG, ainsi que pour les cyanogènes sans forcément insuffisance cardiaque, mais qui sont toujours opérés donc, dans les premiers mois de vie. Il y a une tendance également pour les autres cardiopathies, mais ça n'a pas atteint le niveau significatif, surtout après ajustement sur des facteurs confondants potentiels, comme les niveaux d'éducation maternelle, le fait que l'enfant soit né prématuré ou pas, entre autres facteurs de risque confondants. Alors, ce qui me paraît important, je pense, de bien insister, c'est que, surtout dans les cardiopathies congénitales, c'est que le QI ne fait pas tout. Alors, c'est vrai qu'on parle du QI, c'est important, effectivement, mais les QI, il ne faut pas oublier, c'est une mesure vraiment globale du neurodéveloppement, c'est une sorte de moyenne. Et ce qui va réellement être important dans la plupart des enfants avec une cardiopathie congénitale, ça va être les fonctions cognitives, neurocognitives spécifiques. Donc, on va parler des attention, fonction exécutive, capacité visuo-spatiale, mémoire, langage, entre autres capacités cognitives. Donc, par exemple, les déficits visuo-spatiaux que nous voyons typiquement en consultation lors d'un bilan neuropsychologique sont fréquents chez les enfants avec des cardiopathies opérées. Ces capacités peuvent être évaluées donc, par ces types de tests, comme la figure d'Eric que vous voyez ici. Donc, c'est une image, en fait, cette figure-là. On montre au patient, on demande de recopier la figure et ensuite on retire le modèle et on leur demande de la dessiner des mémoires. Donc, vous imaginez, c'est quand même pas une tâche très, très simple, mais en tout cas, ça demande à l'enfant ou à la personne qui passe le test une intégration des différentes capacités visuelles et spatiales. Et c'est sous-tendu par justement cette connectique cérébrale indispensable pour la réalisation de ce type de tests. Donc, voici ce qu'on voit chez un enfant, on va dire en développement typique, qui n'a pas de cardiopathie, typiquement, par exemple, l'équivalent de CE1. Donc, évidemment, ce n'est pas parfait, mais c'est tout à fait normal, c'est ce qui est attendu. Et c'est qu'on a tendance à voir chez certains patients, dans l'occurrence ici, c'était un patient avec une TGV réparée, du même niveau scolaire, donc qui présente de toute évidence une désorganisation visuo-spatiale assez importante. Ce n'est pas la majorité des patients, bien sûr, qui vont présenter ces profils, mais c'est une proportion qui est supérieure à ce qu'on observe dans les cadres de développement typiques. Alors, j'imagine que vous vous demandez donc en quoi ces tests en fait, nous renseignent sur la répercussion de ces problèmes visuo-spatiaux, par exemple, dans la vie quotidienne, dans la scolarité des enfants. Et en réalité, il y a une implication très concrète, puisqu'on voit un lien direct entre la réussite à ces épreuves. Ici, par exemple, marqué par les niveaux. Niveau 1, ça veut dire l'enfant qui ne réussit pas à recopier cette figure, comme l'image que je vous ai montrée dans la slide précédente. Et 5, ça veut dire les meilleures performances. Donc ici, on voit une relation avec le pourcentage d'utilisation d'aide paramédicale ou médicale neurodéveloppementale. Donc par exemple, les consultations
chez l'orthophoniste, le neuropédiatre, la psychologue, etc. Donc, on voit effectivement cet retentissement assez marqué. C'est le cas également, ce type de graphique, vous les retrouverez également pour d'autres fonctions. On teste les enfants et on voit la correspondance dans la vie réelle des enfants. Alors, un autre domaine pour lequel nous avons des informations conséquentes concerne les problèmes des fonctions exécutives. Donc, j'ai l'impression que dans pas mal de congrès scientifiques, on parle beaucoup des fonctions exécutives, et je pense à juste titre, puisque c'est un des dysfonctionnements neurodéveloppementaux les plus fréquents dans les cardiopathies congénitales. Ça va concerner à peu près 50 à 70% des enfants à des degrés plus ou moins différents. Bien sûr, tous n'ont pas présenté un trouble sévère. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives pour ceux qui sont un peu moins familiarisés? C'est en des termes généraux, c'est un terme qui regroupe un ensemble des capacités cognitives des hauts niveaux qui sont sous-tendues par les réseaux frontaux et préfrontaux du cerveau. Donc, ce sont des capacités, par exemple, à contrôler le comportement. Et ce qu'on entend en consultation de la part des parents, par exemple, des difficultés d'impulsivité, des contrôles du comportement, tout simplement dans les situations sociales, par exemple, des problèmes de mémoire de travail, avec des oublis à répétition, avec des difficultés à comprendre les consignes, des problèmes de flexibilité cognitive, les enfants qui ont du mal, par exemple, à passer d'une tâche à l'autre, qui restent figés sur une activité, qui ont du mal à décoller de cette activité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les questionnaires, qu'on retrouve dans les plaintes des familles assez fréquemment. Et ce qui est important aussi de dire à ce niveau des fonctions exécutives, c'est que on l'observe très rarement avant 3-4 ans. Donc, je pense que je l'ai mentionné au tout début, mais j'insiste sur ces points-là, puisque on a pour ces capacités un développement extrêmement lent au cours de l'enfance. Même jusqu'à l'âge adulte, on voit des changements au niveau neuronal. Donc, il faut faire attention, voilà, quand on fait un screening, de dire, OK, on va faire une évaluation à un point donné. En réalité, il faut vraiment suivre les points critiques de développement de ces fonctions, même jusqu'à l'adolescence. Alors, ces problèmes des fonctions exécutives, ils ne sont pas uniquement rapportés par les parents. Hein. Il a été démontré également par des scores standardisés. Hein. Lorsqu'on reçoit un enfant en consultation neuropsychologique, on peut objectiver de façon quantitative le niveau des difficultés au niveau des fonctions exécutives, en comparant par rapport à un groupe contrôle, mais aussi par rapport aux normes de la population en général. Et j'insiste sur le fait également que toutes ces difficultés-là qu'on observe, on les voit malgré un QI, donc une intelligence strictement normale. Donc, quand je vois des enfants en général avec une TGV, par exemple, l'a priori n'est pas de dire il y a un retard intellectuel. C'est absolument pas le cas. Ce sont des enfants qui sont même très intelligents, qui ont beaucoup d'introspection, qui ont beaucoup de capacités, mais qui ont ces difficultés, on va dire, autour de ce qui fait le QI et qui malheureusement posent énormément de problèmes dans la vie quotidienne. Donc, en lien avec les fonctions exécutives, nous trouvons également une augmentation du risque des troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, le risque de présenter un trouble de type ADHD, ajusté par exemple, est 2 fois supérieur pour les enfants avec une cardiopathie comparé au groupe contrôle sans cardiopathie. Il faut savoir que la prévalence de TDAH, donc trouble d'attention avec hyperactivité, en France est environ 5% pour la population générale. Aux États-Unis, c'est plus de l'ordre de 9%. Et donc, on n'a pas vraiment des données françaises pour les cardiopathies congénitales. Donc, c'est quelque chose à prendre, je pense, avec un petit peu de recul, en attendant d'avoir des données suffisamment claires dans la population française. Donc, en termes d'attention à des fonctions exécutives, ce qu'on voit chez l'enfant, on l'observe également chez l'adolescent et on l'observe également chez l'adulte. Donc, chez l'adolescent,
typiquement, c'est les mêmes profils, hein, c'est soit une aggravation de problèmes qui étaient déjà existants, soit une émergence de difficultés un petit peu différentes avec l'âge. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit aussi cette correspondance entre le bilan clinique et neuropsychologique que nous faisons avec les patients et ce qu'on retrouve au niveau du cerveau. Donc, il y a des corrélats neuronaux à ces déficits, notamment en termes de diminution de la maturité de la substance blanche à certaines zones. Par exemple, ici, ce que vous voyez dans cette étude qui a été faite par une équipe de Zurich, qui montre qu'il y a une diminution de l'anisotropie fractionnelle, donc cet indicateur de maturité des fibres de la substance blanche, chez les patients avec une cardiopathie congénitale comparé au groupe contrôle. Donc, ce que vous voyez en rouge, c'est les endroits où il y a cette diminution de la maturation de la substance blanche. Et ceci est corrélé aux performances neurocognitives observées dans les examens standardisés. Donc, ce type de corrélation est observé également pour d'autres capacités cognitives, y compris pour les QI, par exemple. On a une corrélation entre les volumes des hippocampes et le QI total. Entre les volumes total de la substance blanche, par exemple, et la compréhension verbale. Donc, il y a toujours cette équivalence examen neuropsychologique et examen neuronal à l'aide de l'IRM ou de l'IRM DTI tel qu'on l'observe ici. Et puis, les marqueurs vont continuer à s'exprimer de façon relativement similaire à l'âge adulte. Donc, ce qu'on voit, c'est une prolongation de certaines vulnérabilités des fonctions exécutives qui vont être corrélées à des diminutions de la substance blanche chez les adultes avec des cardiopathies congénitales. Alors, un autre domaine que je pense extrêmement important et pour lequel nous avons peut-être un peu moins de recul, concerne le sujet de l'autisme et le lien qu'il peut avoir entre un diagnostic d'autisme et les cardiopathies congénitales. Pour l'instant, ce que nous savons, c'est qu'il y a à peu près 40% des enfants avec une cardiopathie critique ou bien sévère qui vont présenter un degré des problèmes sociaux, donc qui sont en lien avec l'autisme, mais qui ne sont pas de l'autisme. Donc, ça n'arrive pas à être diagnostiqué en tant que tel, mais ce sont des difficultés dans un continuum plus ou moins important pour certains, à identifier, par exemple, des expressions faciales émotionnelles, à comprendre les situations sociales. Ceci dit, il y a quand même, quand on parle de diagnostic pur et simple, il y a quand même une augmentation du risque de diagnostic d'autisme qui est de l'ordre de 2 à 4 fois supérieur à la population référente au même moment, en même temps qu'on évalue. Alors, ça dépend des cohortes. Il y a des cohortes américaines qui rapportent un petit peu moins de diagnostics. Il y a des cohortes en Asie, par exemple, qui rapportent un peu plus de prévalence. Encore une fois, on manque cruellement des données européennes et dans d'autres parties du monde. Donc, il faudrait quand même pouvoir confirmer ce type des données. En termes de risque d'autisme, par exemple, là c'est à titre illustratif, donc c'est basé sur une cohorte, un registre national américain qui montre l'augmentation du risque de diagnostic d'autisme ou troubles apparentés en fonction de la cardiopathie. Donc, pour toutes les cardiopathies, on a un odds ratio qui va être augmenté de façon significative. Après, ensuite, on va avoir une tendance à une augmentation, mais il faut savoir que certaines catégories ont quand même un faible effectif, donc il est difficile effectivement de généraliser, je pense, ces données, en tout cas dans un premier temps, mais il faudrait les prendre, je pense, comme un signal d'alerte qui nous pousse à faire une investigation beaucoup plus précise de cette question-là. On a quelques hypothèses, mais ce n'est pas tout à fait bien compris.
En termes de réduction, par exemple, des volumes de l'hippocampe, c'est quelque chose aussi, j'aimerais juste, je pense, finir avec cette partie-là. Il n'y a pas effectivement que les fonctions exécutives ou que les langages ou que le QI. Il y a aussi d'autres fonctions qui ont été beaucoup moins explorées, mais qui commencent à être un petit peu mieux investiguées, notamment les problèmes des mémoires et notamment pour les enfants avec des cardiopathies les plus sévères. Donc, typiquement, les single ventricle, donc les hypo-VG, qui montrent une diminution des structures de façon très précise de l'hippocampe. Donc, l'hippocampe, c'est vraiment un des sièges de la mémoire à court terme, mémoire à long terme, et qui semble avoir des changements en termes de volume, notamment en termes de l'hippocampe droit. Bon, ça suggère un certain pattern, on va dire, dans les tableaux cliniques. Et on voit cette corrélation également avec les scores standardisés des mémoires chez les adolescents avec une cardiopathie univentriculaire, comme vous voyez ici dans cette image, chez une patiente qui a 15 ans et qui présente une hypoplasie du cœur gauche. Excusez-moi. Par rapport à un groupe, par rapport à un enfant contrôle, un adolescent contrôle. Alors, en conclusion de cette partie sur le phénotype, je pense qu'il est important d'insister sur le fait que les troubles du neurodéveloppement ont une grande prévalence, donc ils sont extrêmement fréquents dans la population avec cardiopathie. Cependant, la sévérité de ces troubles, pour la majorité des patients avec des cardiopathies isolées, on est d'accord que ce n'est pas l'ensemble, bien sûr, des enfants qui présentent des cardiopathies, mais en tout cas, les cardiopathies isolées va être relativement modérée, légère à modérée. On aura bien sûr des variations dans ces cadres-là. Et c'est ce qu'on appelle très souvent le soft sign neurology, ce qui veut dire vraiment l'identification très subtile des choses qui, à première vue, ne sont pas forcément évidentes, mais qui, malheureusement, vont avoir un retentissement bien réel dans la vie de l'enfant. Donc, s'il y a des messages à retenir, je pense que c'est de savoir que l'intelligence en tant que telle n'est pas tellement en cause dans les cardiopathies congénitales isolées, puisqu'elle se retrouve dans les rangs plus ou moins normaux. Encore une fois, il y a des variations, il y a des diminutions, il y a peut-être des enfants qui ont un QI supérieur, mais comme dans la population générale, ces variations existent également. Ce qui est, je pense, très important à se souvenir, c'est que ce qui pose réellement problème, c'est le développement atypique de certaines fonctions cognitives, notamment les fonctions exécutives, mais pas que. Il y a la mémoire, il y a les fonctions visuospatiales, il y a le développement social et surtout le développement également émotionnel des enfants. Donc, on va parler de la santé mentale la semaine prochaine et je pense que c'est un sujet extrêmement important, aussi important que de parler du neurodéveloppement au sens strict. Les polyhandicaps et les déficits très sévères au niveau sensoriel, au niveau moteur sont quand même rares. Encore une fois, dans les cardiopathies isolées, un petit peu moins rares malheureusement dans les cardiopathies avec des comorbidités génétiques. Certains enfants vont aller 100% bien, il n'y aura absolument aucun problème. Donc, on a encore besoin d'identifier quels seraient ces facteurs protecteurs, des protections. On se focalise beaucoup sur les facteurs des risques, bien sûr, hein, c'est normal, mais il faut quand même aller dans notre sens, et dire, voilà, qu'est-ce qui fait qu'un enfant qui a eu un parcours opératoire ou un parcours de prise en charge compliqué, finalement, va avoir un niveau de résilience important. Et puis ensuite, la conclusion, je pense, finale, c'est qu'on est en face de symptomatologie qui va demander un avis et une identification experte et un traitement adapté aux besoins des enfants qui sont concernés par ce type de troubles.